Chapitre 109. Les deux faces d'une même pièce. En 1793, le projet d'éducation présenté par Robespierre, qui globalement estimait que le peuple avait plus besoin d'être éduqué qu'instruit, s'opposait à celui soutenu par Condorcet en avril 1792, qui, lui, prétendait instruire le peuple, considérant que la République avait besoin de gens instruits pour se construire et fonctionner. Vraie réforme, ce projet ne s'inscrivait pas dans la continuité de l'enseignement qu'avaient jusqu'alors prodigué les religieux. Car si la forme de l'enseignement avait été relativement épargnée, le fond, en revanche, était profondément transformé. Le respect de la vérité révélée ne faisait pas partie de cet enseignement réformé. L'adéquation des préceptes inculqués aux élèves avec la doctrine catholique était loin d'être une source de préoccupation pour cette nouvelle école républicaine qui substituait l'instruction civique et la morale laïque aux cours de morale et de catéchisme. L'enseignement y était structuré en discipline plutôt qu'en activité, à l'inverse de ce que suggérait le Pelletier de Saint-Fargeau. En 1936, le franc-maçon Jean Zay revint sur la structure de l'enseignement. Il proposa une réforme de l'école, s'éloignant de l'instruction des disciplines pour se rapprocher de l'enseignement par activité. Il prolongea aussi de 13 à 14 ans l'obligation scolaire par la loi du 9 août 1936. À la rentrée scolaire de 1936, au lieu de définir le contenu et les programmes de cette année de fin d'études primaires par une circulaire, il laissa toute liberté d'initiative aux instituteurs, leur fixant seulement pour objectif d'assurer dans ces classes un complément d'instruction, une initiation à la culture et une orientation professionnelle. Ce projet fut abandonné pendant la guerre. Puis, à la Libération, conformément au programme du gouvernement du Conseil national de la résistance, CNR, un projet global de réforme de l'enseignement et du système éducatif français fut élaboré. Ce projet est connu sous le nom de plan Langevin-Wallon, du nom des présidents de la commission ministérielle d'études pour la réforme de l'enseignement, Paul Langevin et Henri Wallon, qui ont dirigé les travaux. L'un était franc-maçon et l'autre communiste. Au début du XXIe siècle, ce projet demeure l'ossature qui structure l'éducation nationale malgré les réformes qui s'enchaînent. Le plan Langevin-Wallon entendait former les enseignants à la pédagogie active, suivant les principes de l'éducation nouvelle, courant pédagogique, prônant une participation active des élèves à leur propre formation, en déclarant que l'apprentissage, avant d'être une accumulation de connaissances, doit d'abord être un facteur de progrès global de la personne. Ce concept change considérablement l'approche du métier d'enseignant et entraîne des dérives. En effet, glissant peu à peu d'objectifs clairement définis et hiérarchisés et d'une transmission bien structurée de certains savoirs fondamentaux facilement quantifiables par l'évaluation régulière des connaissances acquises par les élèves, le travail des enseignants va dériver vers quelque chose de beaucoup moins cadré et de particulièrement flou dans certains cas. Désormais, l'enseignant a toute latitude pour partir des centres d'intérêt des élèves afin de susciter chez eux un esprit coopératif qui faciliterait l'enseignement grâce à l'émulation générée par l'étude d'un sujet qui de prime abord intéresse les élèves. Cette approche donnerait le goût d'explorer les connaissances que l'enseignant propose de transmettre. C'est le principe des méthodes actives qui, en théorie, semble formidable. Malheureusement, le revers de la médaille, c'est que l'éducation nouvelle implique une éducation globale qui accorde une importance égale aux différents domaines éducatifs, intellectuels et artistiques, mais également physiques, manuels et sociaux. Or, s'il n'est plus cadré par l'atteinte d'objectifs hiérarchisés en fonction de l'importance des savoirs transmis, le champ libre laissé à toutes sortes d'expérimentations pédagogiques, combinées
à l'égalité supposée des matières enseignées s'avère désastreux pour le développement des intelligences, car sans une définition précise de savoirs fondamentaux incontournables, comme la lecture, l'écriture et la compréhension du français, que les enseignants devraient avoir pour priorité dans la transmission du savoir, le système d'équivalence des matières peut masquer la non-acquisition de certaines connaissances fondamentales sans freiner la progression scolaire d'élèves ayant pourtant raté des paliers indispensables à la compréhension de certaines notions. Il paraît donc assez nettement que par la mise en place d'une telle réforme, l'instruction n'est plus considérée comme essentielle par cette éducation nationale nouvelle. C'est l'apprentissage de la vie sociale qui est désormais considéré comme essentiel. Ainsi, après bien des détours, c'est finalement le retour à l'objectif initial de la Révolution en matière d'éducation nationale, selon la méthode révolutionnaire bien rodée, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, méthode qui permet de progresser lentement, mais sûrement, et qui illustre l'obstination du démon. Car les révolutionnaires, ou plus largement tous ceux qui participent à la révolte contre l'ordre naturel et l'inversion des valeurs, ont tous le même capitaine, quelle que soit leur sensibilité politique ou spirituelle. Ce chef, qui n'est autre que Satan, procède par étapes, optant parfois pour des attaques frontales et brutales, et d'autres fois, procédant en sous-main quand il n'a pas d'autre choix que de réfréner son empressement et sa frénésie à susciter le mal au milieu des bonnes choses pour gâter et les détruire. Ce chef, qui n'est autre que Satan, procède par étapes, optant parfois pour des attaques frontales et brutales, et d'autres fois, procédant en sous-main quand il n'a pas d'autre choix que de réfréner son empressement et sa frénésie à susciter le mal au milieu des bonnes choses pour les gâter et les détruire. Ainsi, quand Dieu l'autorise, le démon, avec la connivence des révolutionnaires, se débrouille toujours pour inspirer une solution lui permettant d'abattre méthodiquement toutes les résistances qui le gênent dans son projet de triomphe terrestre apocalyptique. Il use de tous les stratagèmes à sa portée et empruntera tous les détours qui lui permettront d'endormir la méfiance des hommes pour finalement les tromper. C'est ainsi qu'il est parvenu à métamorphoser totalement l'institution scolaire, transformant ce sanctuaire qui formait les âmes en développant leur intelligence, d'abord en un lieu d'instruction et de formation intellectuelle obligatoire, pour ensuite le réduire à l'état de lieu de vie, de centre d'activité et de loisirs. Cette métamorphose de l'école illustre parfaitement le principe maçonnique de tabula rasa. Car à bien y regarder, que reste-t-il de l'excellence de l'enseignement catholique d'avant la Révolution maçonnique française? Rien. L'école est un champ de ruines. C'est devenu l'école du chaos, de ce chaos dont les francs-maçons, dans leur folie mortifère, espèrent voir surgir le nouvel ordre. Ainsi, si le plan d'éducation de Lepelletier de Saint-Fargeau, proposé par Robespierre, semblait en opposition à celui de Condorcet, les deux constituaient finalement les deux côtés d'une même pièce. Côté face, Condorcet l'instructeur, côté pile, Robespierre l'éducateur. Et si ces deux conceptions se sont toujours affrontées au sein de l'institution scolaire républicaine, c'est pour faire diversion et laisser avancer le plan de destruction des intelligences catholiques françaises. Le premier projet global d'une école, œuvrant pour la République maçonnique française, fut mis en œuvre par Jules Ferry, à la fin du XIXe siècle. Basé sur l'instruction du peuple, il était plutôt inspiré par le côté Condorcet de la Révolution. Jules Ferry, farouchement anticlérical, déclarait vouloir affranchir les consciences de l'emprise de l'Église, en substituant
à l'école privée catholique une école publique laïque, gratuite et obligatoire. Or, à cette époque, l'instruction dispensée par les clercs, jésuites, frères des écoles chrétiennes, congrégations religieuses, était de grande qualité. Pour rivaliser et justifier de son caractère obligatoire, l'école publique devait nécessairement être capable de proposer, elle aussi, un enseignement d'égale qualité. Il était donc alors impossible d'appliquer le plan de Lepelletier de Saint-Fargeau qui imposait un nivellement par le bas des intelligences bien trop brutales pour trouver faveur auprès des citoyens français, majoritairement catholiques. Pour endormir les réticences, les révolutionnaires devaient montrer que l'État pouvait se substituer aux clercs et s'occuper de l'instruction des enfants sans qu'il y ait dépréciation du niveau scolaire. La qualité de l'enseignement de l'école dite de Jules Ferry s'aligna donc dans sa forme sur l'enseignement prodigué dans les écoles catholiques. Les méthodes d'enseignement des fondamentaux, lecture, orthographe, conjugaison, grammaire, calcul, étaient similaires, même si, en revanche, le fond enseigné était empreint du mirage maçonnique, notamment en ce qui concerne l'instruction dite morale et civique et l'orientation donnée aux cours d'histoire. Ce stratagème servit à habituer les Français à un enseignement laïque en les rassurant sur l'excellence de son système pédagogique tout en justifiant la guerre injuste menée par la Troisième République contre l'école libre et les congrégations religieuses. Mais cette création de Jules Ferry ne devait pas durer, car le seul projet d'éducation révolutionnaire, digne de la République, pour reprendre l'expression de Robespierre, fut toujours celui de Lepelletier de Saint-Fargeau, instaurant la tabula rasa nécessaire à l'ordo ab chaos.